Voilà, on va reprendre. Donc Guy Taillade, c'est le premier qui s'est inscrit en fin de compte. Voilà. Donc il est à côté de la personne qui s'est inscrite la dernière. Donc il y a une espèce de cercle de Ouroboros. On a le premier inscrit et la dernière inscrite. Claudine Besson. C'est le premier signe et le dernier, quoi. Voilà, c'est ça, c'est amusant. Oui. Voilà. Donc ce colloque, alors je vous dis tout de suite, on a l'intention d'en faire assez souvent des colloques. Hein. Beaucoup de gens, donc on va essayer d'en faire un une fois par mois en fait, dans le même lieu. Donc on ne fait pas un colloque, n'a pas de sens quand on en fait un une fois par an. Bon, il faut que ce soit donc ce genre de structure sur 6 heures, ça me paraît une bonne chose. Et on va essayer de les faire une fois par an, une fois par mois, parce que même le deuxième dimanche du mois en général. Donc vous pouvez déjà inscrire pour le prochain. Il y a beaucoup de gens, parce que vous savez, celui-là on l'a lancé il y a très peu de temps, il y a un mois. Et beaucoup de gens nous ont dit « Ah, mais vous avez prévenu trop tard, on viendra la prochaine fois ». Donc on va créer une sorte d'institution de ces colloques. On n'est pas obligé de venir chaque fois, mais il y aura un travail. Nous, c'est un peu dans la tradition originelle de notre association. On fait plusieurs colloques par an. Dans 70, je crois qu'on en a fait 5. Donc voilà, donc c'est important. Le colloque, c'est pas un phénomène annuel. Alors, Monsieur Caillard, je vous signale que les vêtements, on peut les ranger derrière. Hein. Donc, c'est ambitieux un colloque, hein, parce que ce n'est pas un colloque où les gens vont faire des conférences pendant un quart d'heure, une demi-heure, etc. Non, c'est vraiment un colloque entre spécialistes, entre nous, et donc on ne va pas répéter des choses que tout le monde sait. Hein. On n'est pas là pour apprendre l'astrologie aux gens qui sont là. Bon, il y a des choses que certains ne savent pas, bien sûr, mais il faut essayer d'apporter un élément qui n'est pas très connu, ou qui n'est pas très bien, ou de corriger des choses qui ont pu être dites. On est là pour se corriger, pour s'informer mutuellement, mais on n'est pas là, on n'est pas des débutants en astrologie, et donc on ne va pas reprendre les... Sauf si on reconsidère le problème à la base, ça peut être intéressant aussi. C'est vrai que je dis parfois les colloques les plus pointus sont les plus abordables au niveau des débutants, puisqu'on reprend parfois les fondamentaux. Mais pas pour les répéter comme ça, mais pour réfléchir à nouveau à ce sujet. À ce propos, je vais commencer par célébrer, parce qu'on a décidé de faire aussi le 60e anniversaire du premier livre de Michel Gauquelin. Alors je pense que c'est intéressant de commencer par là, parce que ça va vous donner un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'entends faire ce colloque. Alors ça, c'est un ouvrage qui date donc d'il y a 60 ans. Je vais faire circuler, j'ai fait quelques photocopies d'ailleurs. Et tenez, circuler, Madame Kirlan. Merci. Et ça va peut-être vous faire un choc ce que je vais vous dire. Alors je vais d'abord interroger Jean-Yves justement. Alors qu'est-ce que vous savez des travaux de Gauquelin? Ah, merci. Alors vous orientez la caméra de la version. Qu'est-ce que je sais Comme ça, à la base, comme ça. Non, oui, voilà, à brûle pour point. Non, mais je veux dire, pour voir si justement on peut corriger des choses. Ça fait de nombreuses années que je n'ai pas eu la chance Non, mais qu'est-ce qui reste dans la tête des gens? Des merveilleuses statistiques. Voilà. Des statistiques sur les corps de métier, sur les directions. Sur combien de planètes à votre avis? J'avais été marqué par la Lune. Chacun puise, comme toutes Oui. ces bases de matière riches de statistiques. Ça a l'air d'être 3 planètes, non? Chacun Non, mais ne disez pas ça, parce que ça c'est un... Ce qui m'intéresse, et à l'époque, C'est justement, ce qui m'avait on marqué, va en parler. c'était les Mais dans votre tête, dans votre tête. Je sais pas, j'ai entendu parler des Mars. Vous m'avez posé une question. Oui. Des Mars. J'avais retenu chez Vauquelin, Oui. dans l'ouvrage que j'ai consulté il y a 20 ou 30 ans de ça, les singularités qui apparaissaient sur d'un point de vue statistique, sur les crêtes de points de culmination de Mars chez les militaires, de la Lune chez les artistes, et un tas de configurations comme celle-ci. J'avais cru noter une crête également des résistants ayant Mars en scorpion, des singularités tout à fait spécifiques qui avaient retenu toute mon attention. Donc j'en avais déduit que les travaux de Gauquelin étaient d'une richesse infinie pour cet apport statistique, quand même la base de notre fonctionnement. Voilà. Quoique lui, il ne travaille pas sur les signes zodiacaux, vous savez. Il raisonnait sur des points de culmination et de Oui. mémoire. Mais... J'avais souvenir des lunes culminantes chez les artistes, Voilà, c'est ça m'avait marqué. Mais pas les signes zodiacaux. Oui, mais bon, Les maisons, lui, c'est discuter. les planètes maisons, c'est pas planètes signes zodiacales. c'était intéressant, voilà. Bon. Ça Alors, répond à la Monsieur question. Taillard, on en a parlé hier soir. Oui, oui. Donc,
vous étiez resté dans l'idée, n'est-ce pas, que Gauquelin, il y a 5 planètes que Gauquelin met en évidence. Oui. Hein, c'est Lune, Mars, Jupiter, Saturne, et puis Vénus et la Lune. On l'a déjà dit. Alors, le problème, c'est que quand on regarde le bouquin de 55, vous avez le papier là, vous l'avez regardé, on vous l'a montré. Vous apercevez que c'est pas ce qu'il disait en 55. C'est pas ce qu'il disait en 55. En 55, il disait 3 planètes. D'où le tableau qui est sous vos yeux. Ça. Il disait 3 planètes. Il ne parlait que de Mars, Jupiter et Saturne. Il ne parlait absolument pas de la Lune et de Vénus. Donc c'est intéressant. Parce que, on peut dire, oui, mais après, il a trouvé autre chose, etc. Mais il n'empêche que cette structure ternaire, c'est ça qui était la base de sa contribution au départ. Hein. Bon. Et sa structure ternaire, pour les gens qui connaissent un peu l'anthropologie, la mythologie, etc., c'est très important. Il y a les travaux de Dumézil, notamment, sur les systèmes ternaires. Et les castes de l'Inde, il y a 3 castes fondamentales. Hein. Il y a les prêtres, il y a les guerriers, il y a les agriculteurs. Bon, voilà. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. Et en même temps, à partir du moment où on rajoute autre chose, ça devient plus brouillé, si vous voulez. Ça devient plus brouillé. Voilà l'exemple de proposition de choses qui est intéressant, à mon avis, de communiquer. C'est-à-dire qu'il y a des questionnements. On dit, est-ce que réellement, est-ce qu'il n'a pas tout simplement essayé d'en avoir plus, d'avoir un peu plus de résultats, et finalement, ces résultats, parce que le cas de Vénus et la Lune, ils sont problématiques. La Lune, ça n'a rien à voir avec le problème de Mars, Jupiter, Saturne. La Lune, c'est d'abord, il y a Barbara de la Motte Saint-Pierre qui va en parler tout à l'heure. La Lune, c'est un élément fondamental en astrologie, la Lune. Hein. Notamment chez les hindous. Donc on fait circuler la Lune. Bon. Donc la Lune, elle a un statut spécial. Elle a un statut spécial. Donc pourquoi est-ce qu'elle serait avec Mars, Jupiter, Saturne, qui sont des grosses planètes au-delà de la Terre, etc. Et puis Vénus, ça fait partie de ce qu'on appelle le trigone, le triangle. Le Soleil, Mercure, Vénus. Ils sont toujours au même endroit dans un thème. Donc pourquoi il n'a pas trouvé de résultat finalement pour Soleil et Mercure, pourquoi il a trouvé pour Vénus, c'est pas très clair. Et puis elles ne se différencient pas vraiment les unes des autres. Vénus est toujours à côté de Mercure, pas très loin du Soleil. Voilà. Alors que Mars, Jupiter et Saturne peuvent être complètement répartis dans le thème. Monsieur Espier. Merci, maître, de passer la parole. La configuration de Mercure est extrêmement simple. Pourquoi on ne l'a pas isolée? On sait qu'il faut être très simple et pratique. Parce qu'on le confond, on ne le voit pas. On fonctionne sur un système non pas héliocentrique, mais géocentrique. On est sur Terre, on regarde ce qui tourne autour de nous. Or, on a constaté que Mercure a une orbe maximale de 28 degrés, donc elle ne va jamais se séparer du Soleil. Donc on va pas la singularité. Mais c'est ce qu'on est en train de dire, monsieur Espier. Absolument. Attendez, absolument. je vous êtes en train de dire qu'ils ne se séparent jamais les uns des autres. Alors, Vénus étant avec une orbe maximale de 48 degrés. Voilà. Là, on n'a plus de singularité, parce qu'on peut sauter un signe, effectivement. Oui. Donc, je pense que c'est un fragment d'explication. Ah non, mais c'est même l'explication. Oui. C'est pourquoi. Finalement, la question, c'est là on est tombé dans le piège, parce qu'en réalité, la question, c'est qui a choisi ces planètes? Parce que si ces planètes agissent par elles-mêmes comme ça, bon, très bien, bon, pourquoi pas Vénus, etc. Mais si on dit c'est les hommes, les humains, qui ont choisi les planètes parce que c'était commode de les utiliser comme totem, comme à ce moment-là, on comprend mieux. Voyez-vous, déjà dès le départ, la question que pose Gauquelin, c'est qui est-ce qui a déterminé l'utilisation de ces planètes? Est-ce que ce sont les hommes qui se disent tiens, on va utiliser ces planètes parce qu'elles sont bien pratiques, on les voit bien dans le ciel, et on aura donc de bons repères? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est structurellement déterminé, comme dirait Jean-Pierre Nicolas, et qui existe dans le système solaire en tant que tel, et par conséquent, nous, on n'a rien à y dire, hein. Alors, monsieur Taillade. Pourtant, Vénus est très facile à repérer. C'est même une des planètes que presque tout le monde connaît. Des fois, quand on est jeune, on ne sait pas si c'est Vénus, mais on dit c'est l'étoile du berger. Oui, mais comme a dit monsieur Espier, elle est facile à reconnaître, mais on avait introduit un autre repère, elle n'est pas différenciée du Soleil et de Mercure. C'est un ensemble de trois facteurs. C'est un trio, c'est ce qu'on appelle l'escorte. Oui, donc c'est un facteur qui elle n'a pas son autonomie par rapport au Soleil. Elle n'a pas son autonomie. Bon, de toute façon, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de réfléchir, parce que là, on est en train de d'un point de vue anthropocentrique. Nous, bon, donc voilà, on est en train de se dire, mais nous, est-ce que nous, quand nos ancêtres ont choisi ces planètes, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ils ont choisi les trucs les plus commodes, puisqu'il s'agissait finalement d'attribuer
des planètes au caste. Hein, si on prend dans cette logique-là. Il y avait une structure ternaire avec 3 castes, et il fallait leur accorder une configuration astrale. Bon, donc on a choisi Mars, Jupiter, Saturne, parce que ça, c'est vraiment 3 trucs bien différents, bien spécifiés, au-delà, qui ont une vitesse de révolution au-delà de l'année. Hein, bon, voilà, donc c'est intéressant. Mais cela dit, il y a peut-être parmi vous, je ne sais pas ce que pense M. Bernard Luguerbe, il y a une autre, actuellement, ce n'est pas la sensibilité la plus connue, celle-là. Le peuple d'astrologue voudrait que les astres soient là et que ce n'est pas les hommes qui les aient choisis. Hein, voilà. Donc il y a déjà un choc entre 2 philosophies de l'astrologie complètement opposées. Il y avait déjà l'agriculture, en fait. Au départ, il y avait quand même Il y avait les agriculteurs, voilà. les prêtres, et puis voilà. C'est quand même les saisons, ça marquait les saisons quand même, le soleil et la lune. Voilà, bon. Enfin, moi je veux pas, je vous répète qu'on fait des interventions très courtes, hein, donc il ne s'agit pas il s'agit simplement je voulais simplement montrer un exemple, donner le là un petit peu. Voilà, voilà un problème, un truc qui nous fait réfléchir à plusieurs titres. Voilà un auteur qui a réfléchi, et puis après il a trouvé d'autres trucs, et puis il a rajouté, etc. Et puis il n'a pas quand même non plus trouvé tout ce qu'il voulait. Et moi, j'ai la faiblesse de croire que ce qu'il a écrit en 55, c'est fondamental. Et que ce qu'il a écrit ensuite, ben c'est moins bon, c'est moins intéressant. Voilà. Mais c'est un point de vue. D'autre part, c'est beaucoup plus éclairant. Donc ce qui est dommage, c'est que l'héritage de Gauquelin, il n'a pas été forcément bien vu. Il fallait le relier, à mon avis, aux structures sociales. J'ai bien connu Gauquelin, mais on n'a pas parlé vraiment de cette question. Il n'a jamais été très clair sur son idée de d'où viennent les as, etc. Il a simplement dit, et ça c'est vrai, que ce qu'il a trouvé vient corroborer ce que disent les astrologues. Donc, quand il dit Mars, les gens qui sont martiens, ça correspond à peu près à ce que les astrologues disent. Donc il a confirmé une partie de l'astrologie. Mais il n'a pas confirmé du tout ni le zodiaque, ni les aspects, ni les signes zodiaques. Enfin, il n'a pas tout confirmé. Mais il nous a... Voilà. Donc, voilà. Donc ça, je clôture sur ce sujet, puisqu'on va passer un petit peu du coq à l'âne, des différents sujets. La Lune, alors je regrette que Barbara ne soit pas encore arrivée, mais en astrologie hindoue, la Lune joue un rôle absolument central. Vous savez, pour les astrologues hindous, c'est pas le Soleil qui est important, c'est la Lune. Et la Lune est masculine. Alors voilà, alors ça c'est un autre truc c'est encore un autre pavé dans la mare des astrologues. C'est est-ce que la Lune est masculine ou féminine? Dans le monde arabe, elle est masculine. Oui. Et chez les Allemands, on dit der Mond, on dit die Sonne, on dit... Bon, voilà, alors effectivement. Dans l'astrologie. Marcel Ngia, vous pouvez le barrer. Marcel Ngia. Oui. Dans l'acupuncture, la science, l'acupuncture, il y a le yin-yang, et puis la lune, c'est le yin. Ah oui, mais justement, alors, donc c'est les masculines. Ah non, non. Féminine. Le yin, c'est masculin, c'est féminin, elle est féminine. Oui, mais on est en train justement de prendre le problème à l'envers. On le sait très bien. Enfin, je répète encore, on n'était pas là. On ne va pas emporter avec des portes ouvertes. On sait très bien que la tendance générale, c'est de dire que... Vous savez, ça fait penser... Vous n'êtes pas en train de dire, ah, vous ignorez que... Bien sûr qu'on le sait. On le sait, mais justement, on est là pour réfléchir. On sait très bien qu'on a appris nous avons tous appris que la Lune, c'est féminin. Mais en fait, il y a beaucoup d'éléments qui sont masculins, à tel point que dans la mythologie hindoue, la Lune a 28 épouses. Donc c'est vraiment l'élément masculin par excellence. Elle se marie avec les 28 astérismes. Hein, bon, donc c'est vraiment un élément masculin. Et en plus, c'est l'élément rapide. Le Soleil, c'est l'élément qui est beaucoup plus lent. Donc l'élément rapide, celui qui se déplace, celui qui bouge, c'est généralement l'élément masculin, voyez-vous. Donc on ne sait pas pourquoi l'astrologie, de ce côté-là, on est arrivé à dire que la Lune, c'est féminin. Alors évidemment, elle reflète la Lune. Mais ça, c'est anachronique. Parce que dans l'Antiquité, on ne savait pas que la Lune reflétait la lumière du Soleil. Donc c'est un truc qu'on a... Alors ça, c'est le problème de l'anachronisme. On projette sur l'astrologie des connaissances qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est un grand problème. Est-ce qu'on a... Ah, ça, c'est un autre problème qui divise les tropicalistes et les sidéralistes. On en a pas mal qui vont venir. Est-ce qu'on doit moderniser l'astrologie? Est-ce qu'on doit la mettre au goût du jour, au niveau des connaissances astronomiques, etc. Ou est-ce qu'il faut rester sur le point de départ? On revient à la question de Gauquelin. Est-ce que le point de départ, parfois, n'est pas plus vrai que ce qu'on va rajouter ensuite? Vous brûlez de répondre, monsieur Espier? Puis je peux me permettre. Mais écoutez, on compte sur vous. Hein. On compte sur vous. Vous êtes
On peut, effectivement, il y a 50 clochers, c'est toute la problématique qui nous réunit, mais on peut envisager l'hypothèse déjà initiale de partir, d'un point de vue historique, du moment où l'homme a commencé à se sédentariser. À partir du moment où il y a 10, 12, 15 000 ans, l'homme s'est sédentarisé, l'esprit humain, de façon plus marquée, s'est fragmenté en plusieurs séquences. Il y a eu la partie, je vais à l'extérieur de la maison et je suis à l'intérieur de la maison. C'est le début des dualités entre les psychoses et les névroses. Donc ça, c'est le préambule du raisonnement. On est confronté à une binarité. Cette binarité, c'est mon couple soleil-lune. Voilà, c'est très simple, c'est très pragmatique. Après, à partir du moment où on a commencé à vivre en collectivité, il a fallu développer ce que Abraham Maslow appelle la socialisation. Cette socialisation, Freud l'appelle le surmoi, ça a été l'impérative nécessité de créer des règles pour vivre en collectivité. On a développé le surmoi. Ce surmoi, c'est l'ascendant. C'est qu'est-ce qu'on apprend depuis l'enfance. Dis bonjour à la dame, va te laver les mains, tous les automatismes de comportement ayant pour fonction de nous intégrer dans la collectivité. Donc ça va être l'image que l'on va projeter. C'est l'ascendant. Donc comment faire cohabiter ce triptyque-là entre l'image qu'on projette, l'objectif qu'on vise, donc la lucidité qui nous cale sur le monde extérieur, et tout le ressenti épidermique des fonctionnements initiaux de cette lune qui représente toute notre partie névrotique que l'on doit faire cohabiter avec l'ensemble. Et j'ai des convictions que le travail de l'astrologue va consister dans un premier temps à essayer de paramétrer cette synergie pour l'optimiser. Ensuite, on en discutera plus tard, il y a d'autres séquences. J'ai dit. Bon. Alors là, effectivement, tout le monde connaît ce triptyque Soleil-Lune ascendant. Ça fait partie effectivement des fondamentaux de l'astrologie actuelle, mais on remonte un petit peu plus tôt. Alors effectivement, je reviens sur la question de la Lune. La Lune est probablement le facteur moteur central en astrologie antique. C'est-à-dire que la Lune traverse le zodiaque, elle passe d'un signe à l'autre, et finalement, elle va féconder successivement, féconder c'est encore un élément masculin, elle va féconder successivement les différents facteurs, et dans l'astrologie indienne, je ne sais pas si vous le savez, donc justement c'est intéressant, il y a d'un côté la question des dasas, et de l'autre côté la question des nakshatras. Alors, les dasas, on part dans les deux cas de la Lune. Les dasas, c'est une division sur 120 ans entre les différentes planètes. Mais, et c'est là que je voudrais en venir, la Lune est une réalité astronomique. En revanche, le nom, les planètes dont on parle, aussi bien dans les domiciles des planètes que dans la théorie des dasas ou du nakshatra, ou dans les décans, ou dans les termes, toutes ces théories qui attribuent des planètes à tel et tel secteur, la question est de savoir, est-ce que ce sont des planètes ou est-ce que ce sont des dieux? C'est pas la même chose. Si ce sont des planètes, il faut regarder où sont les planètes. Si ce sont des dieux, ce sont des tonalités, ce sont des symboles. Ce sont des énergies. Ce sont des énergies. Et à ce moment-là, on n'a pas à aller chercher forcément. Donc actuellement, il y a une espèce de postulat. Du moment qu'on parle d'un dieu, en astrologie, c'est forcément une planète. Hein? Ça, c'est dans l'esprit de 95% des astrologues. Si je parle de Mars, où est Mars? Si je parle de Saturne, ouais. Or, on a toute une tradition qui dit le contraire, qui dit, par exemple, Saturne est domicile en Capricorne, Vénus est domicile en Gémeaux, et ça ne correspond pas à une position planétaire. C'est simplement que dans le cycle que traverse la Lune, par exemple, eh bien, à un moment donné, elle va avoir une tonalité vénusienne ou mercurienne. Mais les dieux ne sont pas forcément... Les rapports entre mythologie et astronomie ne sont pas aussi simples que ça. Et la preuve, c'est que Manilius attribue, par exemple, Junon ou Neptune à des signes zodiacaux, alors qu'on ne connaissait pas ces planètes-là. Donc, le rapport entre Dieu et zodiaque, il n'est pas uniquement circonscrit par la question des planètes. Et d'ailleurs, entre parenthèses, une petite chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que dans la mythologie, Saturne dévore ses enfants. Oui, et quels sont les enfants qu'il dévore? Jupiter. Non, mais justement, Jupiter, il ne le dévore pas, précisément. Il dévore les frères et sœurs de Jupiter, c'est-à-dire Neptune, Pluton, Junon, Pallas, Vesta, qui sont, comme par hasard, les dieux qui ne seront pas associés à des planètes. Vous vous rendez compte?
C'est-à-dire qu'en réalité, la mythologie nous parle déjà, elle nous met déjà en scène le fait qu'il y a des dieux qui ne seront pas des planètes. Et elle les fait dévorer par Saturne, qui épargne uniquement Jupiter. Jupiter va pouvoir... Donc, vous voyez, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la mythologie nous dit déjà qu'on n'a pas forcément à se servir de ces dieux-là, puisqu'ils ont été dévorés. C'est amusant. Et ça, c'est un argument qui montre que déjà cette question-là s'était posée, de l'inadéquation entre le nombre de dieux et le fait qu'à un moment donné, il faut leur attribuer des planètes. Eh bien, il n'y a pas assez de planètes. Donc on invente un mythe comme quoi Saturne, le père Chronos, dévore ses enfants. Et tous ces enfants qui sont dévorés, ils vont être régurgités au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, avec Neptune, en 1801, Pallas, Junon, Vesta, Pluton. Voilà. Donc voilà encore une petite chose qui est amusante à savoir. En astronomie, ils sont de l'autre côté aussi. Oui. La Saturne, Donc voilà, mais la mythologie nous parle déjà de ce... Je crois que c'est la première fois que quelqu'un signale ça, que la mythologie nous parle déjà de ce décalage, de ce hiatus entre mythologie et astronomie. Voyez-vous. Donc finalement, prenons le cas des domiciles d'exaltation des planètes. C'est une chose qui est claire. Les autres planètes, en dehors des luminaires, ils ont 2 domiciles. Et il y a un seul domicile pour le Soleil, un seul domicile pour la Lune. Mais si vous enlevez la Lune, vous avez à la fois le Soleil qui a 2 domiciles. Parce que voilà, le Soleil a à la fois le domicile de... Donc finalement, à un moment donné, il semble qu'on a voulu rajouter la Lune, pour passer de 6 à 7, parce que en face, vous avez quoi? Vous avez Saturne en Cancer et en Capricorne, en Verseau et en Capricorne. Bon. Et en face, vous avez le Soleil en Bélier, en face, vous avez le Soleil, juste, voilà, en Gémeaux et en Cancer. Voilà. Donc, effectivement, il semble qu'on a dédoublé, pour pouvoir avoir 7 au lieu de 6, on a dédoublé, ce qui fait, initialement, probablement, le Soleil avait ses 2 domiciles en face des ceux de Saturne, il n'y avait pas la Lune. Pourquoi il n'y a pas la Lune? Parce que la Lune, elle est partout, la Lune. Parce que c'est elle qui fait le système. On ne peut pas être à la fois émetteur et récepteur. Si vous avez quelqu'un, par exemple, si vous avez un serveur, là, par exemple, qui vient nous servir à manger, il ne va pas être également assis derrière la table. Hein? Il y a celui qui sert à manger, qui circule, et puis les autres, voilà. Et donc, en mettant la Lune à la fois en tant que facteur, donc c'est le problème, le grand problème, alors je vais dériver encore, la question, comme disait M. Espier, c'est la dualité. Et vous savez très bien qu'un des grandes questions qui se posent, c'est pourquoi a-t-on évacué les étoiles fixes de l'astrologie? Puisque là, on a une dualité. On a une dualité entre la planète qui est quelque chose qui est en mouvement, et de l'autre côté, les étoiles fixes qui ne bougent pas. Or, cette dualité fondamentale qui est métaphysiquement fondamentale, même dans le système du yin-yang, eh bien, elle est cassée, puisque l'astrologie contemporaine, et notamment l'astrologie mondiale, n'a que faire des étoiles fixes. Voilà encore un autre sujet qu'on met sur la table. Voyez-vous, on n'a pas fini. Mais la Lune je crois qu'il est très important dans la vie, et d'ailleurs c'est intéressant, moi j'emploie une expression un peu provocatrice, je dis, il y a une approche homosexuelle et une approche hétérosexuelle. Quand on connecte 2 planètes entre elles, on est dans une homosexualité. Donc on connecte 2 choses qui sont dans le même ensemble. Si je connecte une planète avec une étoile, je suis dans l'hétérosexualité parce que je connecte 2 choses qui sont de nature différente. Et donc c'est important ça aussi. Voilà. Alors monsieur, on ne vous a pas encore beaucoup entendu. Est-ce que vous avez des choses à dire sur tout ce qu'on vient de mettre sur la table? Sur Gauquelin, en fait, moi j'ai le souvenir qu'il étudiait la position par rapport au milieu du ciel et à l'ascendant, la position des planètes. Et bon, il ne trouvait qu'une seule planète à propos, excusez-moi de changer. Gauquelin, c'est aussi un artisan de l'uniplanétarisme. C'est-à-dire que lui, il dit pas, voilà, une personne est marquée par un certain cycle planétaire. Il ne dit pas et on va mélanger les planètes. Oui, je trouvais que c'était un petit peu réducteur parce que, en fait, on le sait bien, dans un thème, il y a une dominante, c'est par exemple une planète conjointe au Soleil ou à la Lune, où j'ai expliqué tout à l'heure que j'ai un Uranus qui a 6 aspects dans mon thème, donc il n'est pas vraiment angulaire, il n'est pas très loin de l'ascendant, mais il n'est pas vraiment angulaire, donc c'est quand même une planète majeure chez moi. Et moi, j'aurais aimé que Gauquelin, en fait, approfondisse son étude, ne se limite pas aux différents angles, mais qu'il étudie, par exemple, des planètes qui
qui ont beaucoup d'aspects dans un thème, qui sont conjointes au luminaire. Ça permettrait aussi de compléter cette étude, parce qu'on le voit bien quand on étudie des thèmes, les choses sont pas... On ne regarde pas que les angulaires, en fait, c'est une partie du problème, mais on regarde d'autres aspects. Donc Oui. moi, j'aurais aimé Oui, ouais, qu'il reprenne son étude, en fait. Non, vous êtes gentil, monsieur Lugard, mais enfin, Gauquelin, on n'est pas. Attendez, parce que là, vous êtes en train de nous parler. C'est amusant, c'est un autre problème que vous posez. C'est-à-dire qu'au fond, l'astrologie existe, elle est là, et il faut simplement l'expliquer. Alors, donc, finalement, les théoriciens, les chercheurs, ils sont au service des praticiens. Les praticiens ont un certain outil. Et ben, l'outil, on ne bouge pas l'outil, mais on cherche simplement à lui donner une explication. Bon, alors c'est pas exactement la démarche que j'ai moi-même en ce qui vous concerne. Moi, Gauquelin, il a fait des tas de recherches. Il n'a pas dit. Il faudrait, vous savez, les recherches qu'on publie, c'est pas forcément les recherches qu'on a faites. Il a fait beaucoup plus de recherches que ça. Il publie uniquement les résultats qui sont positifs. Une grande partie de son bouquin, elle consiste à détruire les travaux des autres. Donc, faut pas croire que Gauquelin, il s'est amusé, il s'est dit, ah, je vais étudier Mars, je vais étudier Saturne, etc. Et puis je laisse de côté le reste. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il a en réalité abordé des tas de questions. Il avait une formation astrologique assez solide, Gauquelin, entre parenthèses. Hein. Et ce qu'il nous dit, c'est ce qui en reste. Donc vous pouvez pas dire qu'il n'a pas étudié ceci ou cela. Mais et puis d'autre part, depuis Gauquelin, la question de savoir ce qu'on a apporté au niveau statistique depuis 60 ans. Hein. Donc, je vais me permettre une hypothèse. Votre approche me paraît éminemment intéressante. Ne serait-elle pas une voie de travail pour continuer de développer sur cette base? De la même façon, Freud nous a légué un héritage extraordinaire, c'est un père fondateur, mais fort heureusement, il y a eu Jung, entre autres, qui nous a mis en lumière l'inconscient collectif, qui nous a éveillé à un tas de choses beaucoup plus enrichissantes. Est-ce que ce ne serait pas votre voie où vous appuyez sur les travaux de Gauquelin pour poursuivre les brèches que vous nous avez soumis tout à l'heure? Ça me paraît intéressant, mais... Oui, peut-être. Oui, à voir, oui. À voir, oui. Mais enfin, on est en 2015, il y a eu beaucoup de choses qu'on a essayé de faire depuis 60 ans. Je peux vous garantir que... Là, c'est amusant, on a l'impression que Gauquelin a publié hier. Non, il a publié hier, et depuis Gauquelin, et dans le monde entier, parce que ses travaux sont connus dans le monde entier, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'astrologues qui ont essayé de faire des choses dans cette direction. Alors, vous savez, on arrive un petit peu... Bon, il se trouve que la question est de savoir si, comme dirait Madame Carlin, je pense, il y a des choses qu'on ne peut pas valider statistiquement. Hein. Il y a aussi ça, il y a aussi une pratique astrologique qui ne passe pas par la validation et qui, d'ailleurs, à mon avis, bascule vers la divination. Hein. Il y a aussi ça, c'est un autre sujet qui m'est cher, c'est le basculement. Et la grande question qui se pose, c'est est-ce que l'astrologie a besoin d'un socle relativement solide, mais relativement réducteur? Parce que réducteur, vous dites que c'est réducteur, bien entendu. Tout ce qu'on dit là, même les travaux de Gauquelin ne sont pas intéressants sur le plan de l'étude individuelle d'une personne. Ou si vous préférez, si je dis par exemple que quelqu'un est martien, mais c'est vrai aussi si je dis que quelqu'un est du taureau. Si je dis que quelqu'un est du signe du taureau, il y a des millions de gens qui sont du signe du taureau. Donc l'astrologie là, elle a un problème d'identité. Est-ce que l'astrologie est là pour nous parler de l'individu dans son individualité absolument irréductible? Ou est-ce qu'elle est là pour dire à quelle catégorie il appartient? Quand les gens qui lisent les journaux lisent ce qui est marqué sur le... Ou même si on prend l'exemple de Jean-Yves Espier, même si vous prenez la combinatoire Lune, Soleil, Ascendant, mais il y a des centaines de milliers de personnes qui ont la même combinatoire. Moi je me souviens qu'à l'époque, vous savez, la grande époque des années 50, où c'était la grande mode de dire je suis Soleil, Ascendant, ceci. Bon, mais ça ne fait jamais que 144 possibilités. Oui. Bon, donc ça n'a jamais prétendu. Le public, c'est ça qui est par là. Il y a un hiatus entre le public qui n'attend pas du tout que l'astrologie le définisse comme un individu absolument unique, et puis il y a l'astrologue qui dit ah mais tout ça c'est de la foutaise. En réalité, ce qui est sérieux, c'est de faire le thème natal. D'ailleurs, M. Espier, justement, a une activité dans la presse et à la radio. Donc, vous êtes bien placé pour savoir ce que les gens... Quelle image, quelle attente ont les gens de l'astrologie? Oh, si vous me tendez le perche comme ça, je ne commande pas la saisir. Alors, effectivement, je soumets l'hypothèse suivante. Effectivement, il y a une crête fabuleusement intéressante pour les cherchants
dans le domaine de l'astrologie, nous connaissons, mais nous savons, plus on cherche, moins on trouve, c'est l'éternel problème. Donc il y a tellement de paramètres qui interviennent. Il y a effectivement cette trilogie, fragmentation tripartite de l'esprit, qui nous est chère à Sens et Lune, mais bien évidemment, il y a les outils, les combinaisons deviennent exponentielles, avec les combinaisons variables Mercure, Vénus, Mars, les outils, puis si on creuse plus loin, les jupitériens. Donc les cartes du ciel sont en permanence en évolution. Ça, c'est un fait sur le plan planétaire. Après vient se greffer l'histoire, le fameux transgénérationnel, sur lequel nous ne travaillons pas assez encore aujourd'hui. Tous ceux qui ont choisi la brèche du développement personnel sont d'une richesse infinie qui doit se mixer avec ce que nous faisons nous. Le transgénérationnel est formidable. Madame, c'est vous qui êtes coach, c'est ça? Elle se dit coach astrologique. Non, j'ai eu un accompagnement. Hein. Ouais. Je voudrais, si vous m'y autorisez, maître, poursuivre. Non, mais simplement vous dire qu'il y a des gens qui effectivement se situent dans cette démarche. Qu'est-ce que vous appelez le transgénérationnel? Le transgénérationnel, prenons un exemple pragmatique et concret. Vous avez 2 parents saturniens qui ont 2 enfants, un mercurien et l'autre saturnien. Qui va absorber le plus les énergies saturniennes? Celui qui est marqué initialement par ces conditionnements qui vont l'enraciner dans une absorption d'un type d'énergie tout à fait spécifique. Le mercurien, à l'image d'un poisson clown au milieu des algues vénéneuses, va s'en débarrasser et fuir ça comme la peste et le choléra réunis, parce que ça va le saturniser et l'étouffer. Je ne sais pas si vous sentez intuitivement mon angle. Donc on va s'imprégner des énergies qui sont la base de notre construction. De la même façon que vous avez une plante et un arbre, tout dépend du terreau que vous mettez dedans. S'il y a plus de soleil, moins de soleil, il y aura plus de feuilles, moins de feuilles, et ainsi de suite. Donc on va s'imprégner de génération en génération de ce que l'on va coopter, attraper et ou fuir parce que ça va nous faire souffrir ou nous polluer ou nous freiner, etc. dans une évolution et ça ou nous faire avancer ou nous bloquer, ça dépend, c'est très variable. Donc il y a un apport de génération en génération, des configurations, des successions de générations, je veux dire de taureaux, vont accentuer l'esprit pragmatique, pratique et possessif, et à l'inverse, des configurations R beaucoup plus marquées vont accentuer l'humain, le relationnel, etc. C'est quelque chose que je vérifie, que j'ai vérifié. Et moi, ce que je voulais, excusez-moi, monsieur Espy, ce que je voulais, c'est que vous nous parliez de l'attente que... non, mais là, parce que vous me parlez de transgénération, c'est gentil, mais je vous parlais, c'est pas pour ça que je vous ai fait appel à vous. Je vous ai parlé d'autre chose, je vous ai demandé, est-ce que les gens, est-ce que ça les gêne de savoir qu'ils sont ceci ou cela et qu'ils ne sont pas les seuls à l'être? Alors, c'est dramatique, parce que j'ai 2 activités médiatisées. Je fais l'horoscope de Télé 7 jours. J'ai feu Elisabeth Tessier, il fallait bien la remplacer. Elle est décédée? Non, pardon. Non, elle n'est pas décédée du tout. Mais elle est partie loin. Disons qu'ils ont changé à la chambre. Voilà. Et donc, le Télé 7 jours, j'en suis ravi. A priori, je crois être un des seuls à faire un horoscope avec les 3 décans. On va essayer d'affiner un petit peu. Mais on a un cahier des charges extrêmement précis. Bien évidemment, il y a des tendances et des courants, et puis on doit être tellement généraliste qu'il faut aller choper une articulation planétaire un peu spécifique et en donner une image la plus ouverte possible. Donc c'est extraordinairement réducteur. Mais la demande, elle est quoi? Elle est tellement la même. Prenez 2 météos à la télévision. Celui qui va prédire un petit peu plus de soleil va capter peut-être 5 à 10% de clientèle supplémentaire. Sur cette même logique, si vous alimentez les bonnes énergies, plutôt que de dire attention, il y a Saturne sur votre tête cette semaine, ou pendant 6 mois, on ne va pas les gâcher l'année quand même, on leur dit attention, c'est le moment de vous poser les bonnes questions, plutôt que de leur dire ne faites rien, parce que ça va être une catastrophe. Donc il y a toute une approche dans la terminologie qui est singulière aux activités d'écriture large public. Est-ce que ça répond en partie à la question que vous m'avez posée? Oui, non, de toute façon, le mot réducteur est la question. Alors vous, la question, vous dites que vous avez une deuxième. Oui, alors la radio c'est différent. La radio, je fais l'énergie. Bon, je suis content, je croise les doigts pourvu que ça dure et ça marche. On fait 40% de part d'audience et je dois avoir 5000 appels tous les soirs. Et le lead énergie, c'est des jeunes. Donc ils veulent savoir, j'ai rencontré, comment je vais choper une fille balance, c'est redoutable. Oui, là c'est beaucoup plus personnel, c'est moi. Donc c'est un entonnoir qui, pour le coup, devient, on est absolument dans le raisonnement astrologique, on est dans le bon sens de l'adaptation. Donc on est vraiment à l'éloignement le plus extrême de l'astrologie. Mais il faut bien commencer quelque part. Donc en fin de compte, on pourrait dire que quelque part, il y a l'astrologie qui est toute nue, et puis qu'on habille. Donc nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps,
Alors il y a ceux qui s'adressent à l'astrologie nue, c'est-à-dire le médecin qui dit voilà, montrez-moi votre corps, voilà comment vous êtes. Il dit non, moi votre corps ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on vous met sur le dos? Voilà, on va vous mettre une robe, etc. Donc finalement, il y a l'astrologue qui habille le personnage et qui est plutôt un couturier ou un coiffeur. Et puis il y a l'astrologue qui s'interroge sur la santé de la personne et qui ne se demande pas si elle met un truc de couleur violette ou de couleur jaune, vous comprenez? Oui. En fait, si je puis intervenir sur ce ressort-là, Oui. la demande est aux deux extrêmes. Voilà. Vous avez l'astrologue qui est un cherchant, dont le principe premier est un travail de connaissance de soi, c'est Socrate qui nous l'a légué, connais-toi toi-même, etc., et qui consiste à faire avancer le système de raisonnement en essayant d'échanger des connaissances pour toujours affûter. On est des cherchants. Et puis il y a une demande, c'est les marchands qui rentrent dans le temple. Depuis l'aube de l'humanité, c'est le même principe. Il faut en vivre et il y a une demande. Et la demande, elle est au ras des pâquerettes. Parce que depuis l'aube de l'humanité, 99% de la population n'a qu'une quête, c'est résoudre des besoins fondamentaux et éteindre des peurs archaïques Oui, névrotiques. mais monsieur Espier, le problème, c'est que quand vous dites connais-toi toi-même, on peut le comprendre. Vous savez que le grand problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quelqu'un qui dit je suis martien, c'est aussi une façon de se connaître soi-même. Même si ça n'est pas uniquement moi qui suis martien, c'est déjà une aide à se connaître. Si je dis je suis taureau, c'est aussi une façon d'être. Donc connais-toi toi-même, ça peut être compris sur un plan minimal en disant à quelle catégorie j'appartiens, ou sur un plan maximal en disant qui est-ce que je suis moi dans mon unicité. Donc voyez-vous, la même formule peut avoir deux lectures complètement différentes. Allez-y. Peut-on envisager l'hypothèse, si on devait se recentrer sur le sujet Gauquelin, qui est quand même un sujet qui nous tient à cœur, hein, Gauquelin ne s'est-il pas lui-même coincé dans une approche consistant à isoler une singularité, alors que nous savons en le pratiquant que un caractère, un thème, c'est un ensemble de facteurs. Parfois, une disposition planétaire peut en émerger et créer une dominante, mais cette dominante, elle peut être de 3%. Par rapport à l'ensemble du thème, n'est-ce pas la limite que lui-même s'est fixée dans son analyse globale, qui réduit son travail et prête à la controverse? C'est une question. Alors je signale que quand Gauquelin faisait ses travaux, il y a des gens qui disaient qu'on ne pourrait jamais rien trouver. Parce que si on prend votre raisonnement, on n'aurait rien dû trouver du tout. Puisque tout est tellement intriqué et compliqué. Donc finalement, le fait qu'il ait des résultats montre bien que sa position avait une certaine justesse. Donc, voyez-vous, donc c'est au contraire, justement, parce qu'on pouvait... Moi, si vous lisez les publications dans les revues de l'époque, dans les années 50, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais quand même expliquer que le grand intérêt de Gauquelin, et pour moi c'est fondamental, c'est qu'il parle d'une observation objective du monde. Il ne regarde pas le monde d'un point de vue astrologique, il dit comment le monde est structuré sociologiquement. Et il voit qu'il y a des classifications socio-professionnelles qui existent. Et ces classifications professionnelles, donc ça montre bien que déjà, notre humanité elle-même, elle s'inscrit dans des groupes socio-professionnels. Donc on n'est pas tous omnibilés par notre propre individualité. On sait très bien que si je veux être médecin ou sportif, je ne suis pas le seul médecin sportif. Donc vous voyez, il faut quand même arrêter de fantasmer sur l'idée que les gens veulent absolument être des cas individuels. On peut très bien être un sportif avec sa particularité, on peut être un homme politique avec sa particularité, mais on a quand même un potentiel, de même qu'on peut être une femme et un homme, avec malgré tout à la fois des généralités et des particularités. Bon, un autre sujet qu'on abordera peut-être par la suite, et qui m'est cher, mais je veux dire qu'on a une dimension identitaire fondamentale. Identitaire, ça veut dire je fais partie du même groupe que celui-ci ou celui-là. Les gens ne se définissent pas dans leur individualité. Je ressemble à telle personne ou je suis intéressé par tel groupe. Un enfant qui dit je veux être médecin, il veut faire partie de la famille des médecins. Il veut pas être un truc unique. Il veut pas être le seul médecin sur Terre. Il veut être un médecin de plus dans l'ensemble de tous les médecins qui ont existé. Donc cette idée-là, la grande question, monsieur Espier, c'est de savoir, c'est plutôt la question inverse. Qu'est-ce qui peut amener une personne à ne pas vouloir se contenter d'une appartenance à un groupe donné? Pourquoi voudrait-il qu'on n'aille plus loin dans la connaissance de lui-même? Moi, je dis que ça correspond à une frustration. C'est par exemple quelqu'un qui, dans sa famille, eh bien, il avait l'impression qu'on ne s'intéressait pas assez à lui,
on disait voilà, c'est un de mes fils, etc., un de mes fils ou une de mes filles, et qu'il a souffert d'être simplement englobé dans une catégorie. Et donc lui, il veut qu'on s'intéresse spécialement à son cas, à lui. Il a une sorte d'égotisme qui veut, et c'est l'égotisme de la personne qui n'arrive plus à s'assumer dans son appartenance et dans cette identité collective, qui fait la demande d'astrologie, de cette astrologie-là. Donc finalement, vous avez effectivement, bon, pour simplifier, vous avez des gens normaux qui vont vers l'astrologie réductrice, comme vous dites, les zodiaques, planètes, etc., à qui ça peut très bien servir. Si je sais par exemple qu'il y a un certain cycle qui est favorable à telle catégorie de personnes, je n'ai pas besoin de m'assurer que ce cycle est vrai que pour moi. Je sais que c'est un titre qui fait sens pour moi, mais je ne suis pas le seul. D'ailleurs, est-ce que vous croyez par exemple, là, on est dans un restaurant, une maison, rien n'est fait que pour... Qu'est-ce qui est fait pour une seule personne? Rien. On est dans un groupe, on est dans un collectif constamment. Alors la question inverse, c'est quelle est la pathologie qui peut conduire une personne à vouloir qu'on s'occupe d'elle de manière plus particulière, plus spécifique? Quelle est la grande frustration, quel est le grand traumatisme qui a conduit à cela? Voyez-vous? L'ego. Peut-on utiliser le beau tableau qui est là? Mais il est fait pour ça, et vous avez même des marqueurs. Est-ce que vous m'autoriseriez à faire une démonstration oui, au contraire. à partir de la pyramide de Maslow? Voilà. Tout le monde l'a en tête ou je vous la refais vite fait? La pyramide de Maslow, vous permettez? Fournissez Allez, les informations. J'y vais, hein. Allez, on est parti. Alors, le concept est le suivant. C'est qu'en fonction de son propre degré d'évolution, On va y arriver. en fonction de son propre degré d'évolution, les aspirations vont subir ou bénéficier de variations. Je prends celui-ci, n'importe lequel, même les quatre. Oui. D'accord. Ok. On part d'un principe simple. Abraham Maslow nous a légué quelque chose d'extraordinairement intéressant et sympathique. On part d'un postulat. Je le fais sous une forme pyramidale pour une raison simple, c'est qu'on va essayer de classifier l'évolution de l'homme dans l'absolu à travers une échelle qui laisse apparaître 5, comment on appelle ça, séquences. Vous allez voir où je veux en venir. C'est très simple. Lorsque l'homme est apparu, il devait répondre, et il doit encore, pour son immense majorité, répondre à des besoins très simples, qui sont ce qu'on appelle les besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux, c'est de quoi je vais m'alimenter, comment je vais me reproduire, et de quoi sera fait demain. Besoins fondamentaux. Hein, depuis toujours, l'homme est coincé là. Quand il est là, ses besoins de survie sont tels qu'il ne se pose même pas de questions sur qui il est, etc. Il est dans la survie la plus essentielle, comme l'est encore 70% de la population mondiale, comme on l'était il y a 2 millions d'années. Fort heureusement, l'homme a commencé à se sédentariser. Il a réalisé que lorsqu'il plantait des graines dans le sol et lorsqu'il faisait de l'élevage, il arrivait à remplir le ventre. L'homme a donc atteint, pour une grande partie, le second étage, qui est l'étage de la sécurité. Sécurité. Mais c'est posé un problème. À partir du moment où il a été obligé de se sédentariser, il a commencé à vivre en collectivité. Et à partir du moment où il vit en collectivité, il a bien été obligé de composer avec les autres. Donc il a été obligé d'acquérir une évolution différente, qui est le 3e étage, qu'on a intitulé l'étage de la socialisation. Et c'est là qu'on a commencé, de facto, à s'intéresser aux autres. Avant, on s'en fichait. Quand le ventre est vide, les autres peuvent crever, hein, c'est pas un problème. Au contraire, des ennemis. Là, on commence à partager, mais là, on est obligé de composer, parce qu'on va vivre en groupe. Et on doit tous être ad minima dans nos sociétés, dans ce ressort de la socialisation. À partir du moment où on est tous socialisés, on va rentrer exactement là où on voulait aller tout à l'heure. Une minorité commence à se démarquer pour atteindre le 4e étage, qui est l'étage du self-esteem. Ça se traduit par une façon très simple, c'est je me distingue du groupe sur un ressort qui est « aimez-moi ». On ne peut pas faire plus simple. Self-esteem. Et c'est là où on est à la recherche de toutes les confortations. C'est pour ça que les arts... Confortation. Et on y arrive. À partir du moment où on commence à être dans le self-esteem, on dit qu'est-ce que je peux apprendre, comment je peux m'améliorer, comment je peux évoluer, qu'est-ce qui m'attend demain. On commence à être dans l'existentiel, mais attention, la segmentation se fait là, dans l'existentiel, avec un retour sur son propre ego. Donc là, on est dans la vulgarisation la plus fondamentale, qui consiste à dire parlez-moi de moi, qui est la demande, large public, qui représente 95% de la demande. Mais parlez-moi de moi, c'est pas forcément moi tout seul. Mais c'est l'horoscope
et qui va de façon plus affinée jusqu'à le thème individuel, jusqu'à Oui, mais etc. là, il y a un glissement entre donc, l'horoscope qui me dit oui. je suis bélier ou Oui, attendez. et le thème individuel, il y a un glissement énorme. Oui, mais si il y a une variation énorme, il y a des glissements et des dérives et tout ce qu'on veut, mais on est toujours dans le même sac. Ah non. Attends, je le fais global, on peut le redécouper, on peut le refragmenter, mais qu'on lise un horoscope ou qu'on lise son thème par Astroflash ou qu'on aille voir un spécialiste qui vous en parle, dans tous les cas, c'est un retour sur soi. Non, écoutez, alors moi je ne suis pas d'accord avec vous. Bah, Hein. j'ai Je pense que c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même démarche psychologique dans les deux cas. Hein. La plupart du temps, les gens sont quand même menés par leur ego. Mais Et la peur. mais oui, le soleil et la lune, soleil et la lune, Voilà. on est toujours pareil. Non, mais Attends, c'est pas poursuis. la réponse. Il y a deux réponses par rapport à cette demande d'ego. Est-ce que on va étudier, est-ce qu'on va me dire à quel groupe j'appartiens, à quelle population j'appartiens, à quelle profession j'appartiens? Donc on a besoin d'appartenir, ou est-ce qu'on va me dire, vous êtes un... Parce que si je réponds à la personne au niveau purement individuel, je ne réponds pas à l'appartenance. Si je vous dis, vous êtes Lina Carlan, etc., je peux vous décrire pendant des heures, mais je ne vais pas vous dire, qu'est-ce que c'est que l'orientation professionnelle? Sinon, le fait de vous dire à quel groupe vous appartenez. Il y a des gens qui sont très imbus de leur ego, mais qui ne savent pas à quel groupe ils appartiennent. Ils sont déracinés, ils sont déconnectés, ils sont déculturés. Voilà. Donc c'est le problème dans notre société, on sait très bien qu'il y a une grande différence. Il y a beaucoup de gens qui sont en quête d'identité et ça ne les intéresse pas qu'on leur parle de leur cas individuel. Ils veulent savoir à quelle catégorie, à quel ensemble ils appartiennent. Certes, puis-je poursuivre, maître mon D'accord, mais pour vous dire, c'est pas la même chose. Alors, essayez de ne pas mélanger les deux plans. C'est complexe, parce qu'il y a beaucoup d'angles, de vecteurs, de paramètres qui interviennent. Je voudrais juste finir mon raisonnement. Une fois que l'homme, dans une certaine mesure, atteint l'étage du self-esteem, on est tous socialisés, on est tous un peu à se poser des questions. Une minorité s'en est encore démarquée, c'est l'ultime étage de réalisation selon Maslow, il l'a appelé l'étage de l'autoréalisation. Qu'est-ce que c'est que l'autoréalisation? C'est définir ce pourquoi on est le mieux fait, et en général ça se mixe avec un autre paramètre qui consiste à être dans l'utile. Et là, on arrive enfin à ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure, qui est la vision globale, le transpersonnel. C'est-à-dire qu'on lâche son ego, on lâche son égocentre, et on s'intéresse au collectif. Et c'est là où on va trouver des Mères Teresa et consorts, des Dr Schweitzer, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'on quitte la matière pour aller vers l'esprit. Excusez-moi de vous interrompre sur ce point. Vous prenez le fait d'une appartenance collective, ça ne veut pas dire être un grand chef, etc. Au contraire. Non, c'est pas. Il y a deux démarches. Alors là encore, il y a deux démarches différentes. Il y a la personne qui devient un leader et qui, en tant que leader, effectivement, a une dimension collective. Mais il y a tout simplement la personne qui fait partie du groupe en question et qui n'a pas de vocation à être leader pour autant. Donc ce sont deux problèmes différents. Effectivement, il y a et ça c'est très important, parce que cette différence, la dialectique entre le leader et le collectif, c'est une dialectique majeure. Hein. Et d'ailleurs, hier on en parlait dans un café Tao, on disait, est-ce que moi, en tant que personne, je suis quelqu'un qui est de l'ordre du collectif? C'est-à-dire que je fais tel métier, je suis dans tel pays, je suis dans telle religion, je suis dans tel sexe, etc. Ou est-ce que je suis un individu tout à fait remarquable? C'est ce que disait Rudyard. Qu'est-ce que nous dit Rudyard finalement? Rudyard, ils disent, la structure de la personnalité, c'est lui qui nous a engagés dans cette impasse quelque part. Il disait, parce qu'il disait, il faut développer la créativité, il faut développer l'originalité. Bon. Et c'est vrai que tout le monde veut s'imaginer être un grand Beethoven ou un grand De Gaulle, etc. Bon. Donc là, mais c'est un autre problème encore, ça. Il y a cette individualité du chef, du génie, du leader, qui est vraiment un cas exceptionnel, effectivement. Mais il y a aussi, tout simplement, à un niveau beaucoup plus raisonnable, le fait déjà de savoir à quel groupe on appartient. Et je dis que les gens qui regardent des horoscopes, ils ne sont pas idiots. Ils savent très bien que quand ils lisent leur horoscope pour savoir ce qu'il est, ils savent très bien que ce n'est pas que pour eux que c'est dit. Et quelque part, ça est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant de savoir qu'on n'est pas tout seul dans son cas. Et donc, pour être seul, pour se dire que je suis seul dans mon cas, il faut avoir une certaine
il faut avoir une certaine force psychologique, vous vous rendez compte, de dire je suis seul dans mon cas, c'est-à-dire qu'au fond, je n'ai pas de modèle, on ne peut pas me classer, je suis inclassable. La grande question, c'est de savoir est-ce que l'astrologie, elle est là pour nous aider justement à cesser d'être inclassable, ou est-ce qu'elle est là pour nous convaincre qu'on est inclassable? Voyez-vous? Donc on retourne dans le problème. Et moi, je suis très sensible à cette question parce qu'effectivement, on en parlera peut-être dans la journée, la grande question, c'est cette dualité entre les leaders. À un certain moment, le leader prend le pouvoir sur le groupe, et à autre moment, le groupe ne veut plus ce pouvoir. Bon, vous savez que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc cette problématique, elle est là. Maintenant qu'effectivement, le thème natal, il est fait, on le disait d'autrefois d'ailleurs, il est fait pour les rois, il est fait pour les princes, il est fait pour les personnages d'exception. Bon. Et pour les gens qui ne sont pas exceptionnels, eh ben voilà, ils sont jupitériens, ils sont saturniens, ils sont béliers, ils sont taureaux. Et c'est tout. Et je suis désolé de dire que si on interroge 90% des gens sur l'astrologie aujourd'hui, c'est ça le paradoxe. La plupart des gens, ils trouvent ça tout à fait sain que cette astrologie leur dise, voilà, vous êtes soleil, cancer, ascendant gémeaux, etc. Mais ils savent très bien qu'ils ne sont pas tout seuls. Il faut vraiment être idiot pour croire qu'on est le seul gémeaux au cancer, ou je sais pas quoi. C'est ridicule. Donc, et alors maintenant, il y a une espèce, alors il y a des astrologues professionnels qui font la guerre en disant, mais cette astrologie-là est très réductrice, vous méritez mieux. Vous méritez mieux que d'être simplement Gémeaux ou Martien Terra. On va vous faire un thème sur mesure qui sera uniquement pour vous, etc. Or, ce qui est intéressant avec Gauquelin, c'est que Gauquelin, bien qu'il ait abordé la question du thème astral, ne rentre pas dans cette logique individualiste. Au contraire, il montre qu'il y a des centaines de gens qui ont le même métier et qui, d'après leur thème, on voit bien qu'il y a une planète qui est dominante. Voilà. Donc, Et les autres planètes qui les différencient. Alors, non mais justement, la question aussi de Gauquelin, c'est que Gauquelin met en place l'idée, pourquoi voudriez-vous, alors justement, là vous touchez à un autre problème, on appartient à un certain, moi je décris, je ne dis pas que c'est ce que je pense, hein, mais je décris la réalité sociologique, je ne suis pas en train de dire je pense comme ceci ou cela. On appartient, on dit, voilà, j'appartiens à tel signe, j'ai tel ascendant, c'est ce que les gens ont appris dans les années 50 avec les bouquins du Seuil, de Barbeau, etc. Bon, voilà, bon, c'était la grande mode, voilà, je suis machin. Bon, mais d'un autre côté, le Gauquelin, on n'a pas besoin, de même que j'appartiens à un certain signe, j'appartiens à une certaine planète. J'ai pas besoin de combiner toutes les planètes. Là encore une fois, c'est espèce de. Alors effectivement, le leader, lui, en tant que leader, il a une sorte de capacité globale. Vous voyez ce que je veux dire? Effectivement, on peut dire que les gens de la moyenne, ils sont enfermés dans leur métier, dans leur profession. C'est comme un ministre, par exemple. Le ministre, il est ministre de ceci ou cela. Mais le Premier ministre, lui, il est censé englober l'ensemble. Le président, donc il y a aussi la différence entre celui qui est affecté à une activité bien définie, à un ministère bien défini, et puis le chef, lui, qui effectivement va être transcatégoriel. C'est pour ça que je vous dis que le thème astral, je crois que c'est quelque chose qui va ressortir, le thème astral, c'est fait, le thème astral au sens pluriplanétaire, plurizodiacal, c'est vraiment ce qui définit le leader. C'est-à-dire l'homme, le surhomme en quelque sorte. Celui qui incarne à lui tout seul toutes les potentialités de l'humanité. Voilà. Donc finalement, il ne faut pas l'utiliser, il faut utiliser le thème astral avec quand même une certaine précaution, parce que tout le monde n'est pas un leader, mais cela dit, il y a des gens qui peuvent s'amuser à ça. Mais dans notre dialogue avec le monde scientifique, c'est ça aussi qui est un des enjeux de notre réunion, quel genre de discussion, quel genre d'image, Monsieur Espier, etc., quelle est la façon de communiquer sur l'astrologie qui est la plus heureuse? Est-ce que c'est de dire, vous savez, grâce à l'astrologie, on peut étudier les cas individuels, les cas de leaders particuliers, ou est-ce que c'est de dire que ça permet de savoir à quel, vous parlez de transgénérationnel, ces appartenances planétaires, elles sont millénaires. Vous savez que Gauquelin a publié aussi l'hérédité planétaire. Donc effectivement, il y a un transgénérationnel chez Gauquelin, mais ça veut dire que génétiquement, nous sommes marqués par une certaine configuration, par une certaine classification génétique qui se trouve être également en corrélation avec une certaine planète.
Ce sont deux problèmes différents. C'est-à-dire que c'est parce que je suis né martien, sur le plan génétique, que je vais être sensible à l'influence de Mars. C'est pas l'influence de Mars qui fait... Donc, s'il n'y a pas un support, un substrat génétique, si le récepteur n'est pas programmé, il ne capte pas l'émetteur. C'est aussi simple que ça. Bon, donc, effectivement, c'est parce qu'on est avec un certain bagage transgénérationnel et même transséculaire ou même millénaire que on va effectivement capter, décoder telle configuration et pas telle autre. Voilà, c'est ce que d'ailleurs Gauquelin disait plus ou moins. L'enfant naît avec une sensibilité particulière qui va lui faire réagir et qui va le faire naître à un moment où cette planète qui correspond à sa nature, à la nature de ça, pas à sa nature individuelle, à la nature du groupe auquel il appartient, de la famille, une des grandes familles, il n'y en a pas énormément, il n'y en a que 3 ou 4, 5. Et c'est cette famille à laquelle il appartient qui va faire qu'il va naître plutôt à telle heure qu'à telle autre heure. C'est ça qu'il dit, Gauquelin. Donc, effectivement, on est en train, voyez-vous, déjà de déblayer pas mal de choses sur ce sujet. Et ça nous ramène au groupe sanguin. Il faut aussi aborder la logique de la réincarnation. Alors, oui. Mais là, une fois que vous introduisez la notion de réincarnation, vous introduisez... Non, parce que la réincarnation, c'est pas la même chose que la génétique. La réincarnation, c'est individuel. Donc, dès qu'on introduit un processus spiritualiste, on retombe dans l'individualisme. Et là, c'est un argument, d'ailleurs, qu'on n'a pas encore entendu aujourd'hui. C'est effectivement que, grâce au thème astral, ça renvoie à l'astrologie karmique, etc. Donc, alors là, toute l'argumentation. Une des choses qui a renforcé la notion de thème astral, et n'oublions pas que Rudyard, il était très marqué quand même par les travaux de la théosophie, etc. Donc, il était quand même dans un climat. Ses premiers livres dans les années 30 ont été publiés par les théosophes. Et donc, effectivement, si on rentre dans une sorte de problématique karmique, là, le thème astral prend une toute autre dimension. Voilà. Hein, parce qu'à ce moment-là, c'est non plus transgénérationnel, mais c'est transmigratoire, réincarnation, etc. Donc ça, effectivement, c'est un angle qui peut... C'est pour ça que l'astrologie a été récupérée. Et à mon avis, je crois que les gens qui font ça, moi, je ne sais pas du tout ma démarche, mais ils ont raison. Parce que s'il y a une façon de justifier le thème astral, c'est bien, en effet, le point de vue karmique. Je ne vais pas le justifier sur le plan... On revient à l'individu. Voilà, mais c'est pour ça que, effectivement, la réincarnation... Voilà, alors c'est ça, on revient à l'individu. Mais c'est un petit peu en hiatus avec l'astrologie. Voilà, c'est la grande question. C'est un habillage, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, un habillage qui vient, vous savez, c'est comme on dit, le remède est parfois pire que le mal, qui vient sauver l'astrologie, mais qui vient la faire basculer dans une direction qui est problématique. Et c'est vrai que je reviens à la question que j'étais en train de poser tout avant. Quelle image, quel dialogue peut-on avoir avec le monde scientifique, le monde universitaire, le monde des historiens? Je crois que la position de Gauquelin, ou même celle, par exemple, de gens comme André Barbeau avec son astrologie mondiale, elle est beaucoup plus capable d'introduire une communication avec ce milieu-là que tout ce qui concerne le thème natal, bien que Gauquelin travaille sur le thème natal. Si on veut, on peut aussi jouer sur les mots. Il travaille sur le thème natal puisqu'il étudie les positions à la naissance. Mais il ne travaille pas sur le thème natal dans sa globalité telle que les astrologues le font. Là aussi, il y a encore un jeu de mots. On dit, il travaille... Et non, Gauquelin n'a pas, comme a dit d'ailleurs M. Langern, il n'a pas justifié ou validé le thème natal dans sa totalité. C'est pas comme Mme Suzel Fauzo-Bresch, qui, paix à son âme, n'est-ce pas, qui a consacré toute sa vie de chercheuse, enfin à la retraite, a montré que le thème natal, c'était quelque chose qui était merveilleux, c'était fantastique, que ça marchait très bien. Ça aussi, c'est une façon... Vous savez, Mme Fauzo-Bresch, c'est une scientifique qui a fait l'anti-Gauquelin. C'est-à-dire qu'elle prend la démarche qui est exactement opposée à celle de Gauquelin. Elle dit, je prends l'astrologie comme un tout, je ne veux même pas savoir comment l'astrologue travaille, je lui demande de faire des thèmes, je lui demande d'écrire des thèmes, d'écrire des interprétations, je les compare avec ce que font des psychologues, et je regarde. Donc elle prend vraiment l'astrologie comme un tout d'un seul tenant. Elle ne veut même pas savoir comment les astrologues travaillent, d'où ça vient, d'où ça sort. Elle veut simplement valider le travail de l'astrologue. C'est aussi une démarche. Moi, je suis ouvert à toutes les démarches. C'est une façon de valider en aval le travail d'astrologue en disant, écoutez, on ne va pas entrer dans les pourquoi ça marche par, tu vois. Regardons si l'astrologue a des résultats avec son interprétation. Comparons ces résultats avec ceux qu'on pourrait faire par d'autres moyens psychologiques, etc. Et puis voilà.
Alors je reviens sur le travail de Gauquelin, puisque donc nous fêtons son 60e anniversaire. Gauquelin, c'est un observateur. Donc moi je trouve que ça c'est la leçon qu'il faut tirer. Gauquelin, c'est un observateur. Il observe le monde. Vous voyez, une question que je voulais qu'on pose dans la journée, c'est demander aux astrologues. Vous voyez, oui, finalement j'avais envisagé que ça se passe comme ça. Un temps où on réfléchit sur ce que la tradition astrologique nous dit, et un temps où on réfléchit sur le monde, en dehors de l'astrologie. Parce que pour moi, un astrologue, c'est quelqu'un qui doit observer le monde. Mais pas l'observer forcément avec les lunettes de l'astrologie. Observer le monde, et de cette observation, revenir ensuite à l'astrologie pour voir ce qui, dans l'astrologie, correspond à ces observations. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est une démarche inverse. C'est ce qu'a fait Gauquelin. Gauquelin, il a dit, moi l'astrologie, je ne sais pas ce que c'est, j'observe le monde, je regarde, je vois qu'il y a des gens qui font tel et tel métier, qu'il y a des annuaires pour tel et tel métier. Je vais regarder si dans l'astrologie par hasard, parce qu'il était très sceptique, il n'y a pas un élément, une configuration, un facteur qui viendrait montrer que ces observations qu'on peut faire de la société, l'astrologie vient quelque part les confirmer. Et à mon avis, c'est une façon extrêmement saine de procéder, qui demande une remise en question, évidemment. C'est-à-dire que commençons par les observations, pas seulement professionnelles, mais par exemple, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Est-ce qu'il y a quelle théorie historique vous avez? Quel genre d'événement vous avez imaginé? Qu'est-ce qui peut arriver à notre société? Voilà. Quelle est la vie de nos sociétés? Par quelle cyclicité nos sociétés vivent? Mais en dehors de l'astrologie. Par exemple, on pourrait par exemple se mettre d'accord ici en disant voilà notre société, elle fonctionne comme ça. Et après on dit voilà, bon, on est d'accord là-dessus, notre société fonctionne comme ça. Ou tel et tel événement est important, etc. Bon, on se met d'accord là-dessus. Et après, dans un deuxième temps, on va plancher en disant regardons les éphémérides, regardons tout ce qui est astronomique et voyons si des choses que nous avons connectées ensemble objectivement, c'est-à-dire en dehors de l'astrologie, est-ce qu'il n'y a pas un élément de connexion astrologique qui viendrait corroborer tout ça? Or, qu'est-ce que font les astrologues la plupart du temps? Ils font l'inverse. Ils partent de l'astrologie, des configurations astrologiques, ils disent, voyons si ça correspond à des événements. Oui, ça c'est facile. C'est facile de trouver... Par exemple, il y a un monsieur l'autre jour, monsieur de Caillard, je sais pas ce qu'il s'est perdu en route, je sais pas ce qu'il a dit. Il y a une demi-heure, il est en train de me demander où était le métro, et puis il n'est toujours pas arrivé. Il est arrivé, ce brave monsieur. Bon. Monsieur Caillard, il me disait, je compare 2015 à 1968. Je lui dis, mais quel rapport y a-t-il entre ces deux événements? Voyez-vous, il faut déjà que le mec, il m'explique quel élément de comparaison il fait. Il faut qu'il ait une théorie, une capacité d'analyse historique, socio-historique, qui me dise, voilà. Par exemple, moi je propose, je ne sais pas si vous le savez, j'avais dit, comparons par exemple 2001 à 2015, par exemple. Mais ça peut être discuté. Mais on pourrait dire, par exemple, voilà, on est un groupe, on dit, voilà, tiens, il y a deux événements qui semblent avoir un peu, en dehors de l'astrologie. Ne commençons pas à dire, je vais comparer deux événements parce qu'il y a une Neptune en Scorpion dans les deux cas. Non, on prend des événements. Pourquoi ça, l'intérêt de ça? C'est que là, je suis entre... Non, mais c'est... Non, mais oui, voilà. Non, mais là, les gens à qui on parle de la même chose. Je parle au public. Je lui dis, je m'intéresse à tel et tel événement. Ils connaissent, ils savent de quoi on parle. Donc déjà, on parle de ce qu'ils savent, les gens. Et on leur dit, voilà, donc on a un langage commun avec les gens, puisqu'on parle des mêmes événements, des mêmes choses qu'ils connaissent. Et nous, simplement, on essaye d'expliquer ça par nos propres moyens. On n'est pas en train de commencer à dire, vous savez, moi j'étudie où notre ami Jean-Yves Lespier, lui, sa grande spécialité, c'est Pluton, par exemple. Alors donc, il va nous expliquer, non, je plaisante, mais vous m'avez dit que ça vous intéressait, Pluton, je ne suis pas en train d'inventer. Puis-je intervenir? Voilà. Oui, je voulais dire un petit mot. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jean-Yves sur sa pyramide de Maslow ah oui, c'est vrai, par rapport à notre rôle d'astrologue, parce que si on prend le premier niveau, les besoins fondamentaux, c'est par exemple les gens qui viennent nous voir et nous demandent est-ce que l'année qui vient va être favorable au niveau financier. C'est un petit peu ce qui les intéresse. Ah, c'est sûr. Je ne porte pas de jugement, c'est juste comme ça. Excusez-moi de ça ne veut pas dire forcément qu'ils veulent que ça soit uniquement pour eux. Non, mais on retombe dans cette ambiguïté. Ils veulent qu'on veut. Moi, par exemple, quelqu'un peut très bien me poser une question personnelle.
quelqu'un peut me poser une question personnelle et je peux lui répondre quelque chose qui va lui correspondre et qui ne sera pas uniquement pour lui. Oui, De même qu'un médecin qui me dit, que si je vais voir un médecin et que je lui dis je suis malade, il va étudier mon cas à moi, mais il va pas, et c'est pas, je ne suis pas le seul personne à être malade. Donc attention, ne jouons pas sur les mots. Oui, C'est oui. pas parce que quelqu'un vous rend service et explique votre cas qu'il a des outils qui vont uniquement valables pour vous. Oui.